Bonjour, c'est bien ici pour l'audition du film? Vous venez pour le rôle de l'homme, je suppose? Ah non, pour le rôle de la femme. Ok, next. Bonjour, je viens pour l'audition du film. Donc, pour vous montrer mon talent, je vais commencer par une blague. Donc, c'est l'histoire d'un juif, d'un arabe... Next. Bonjour, je m'appelle Asami et je viens pour l'audition. Parfait, on vous écoute? Nani? 俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。Salut tout le monde, bienvenue dans la précédente podcast. Aujourd'hui, c'est l'épisode 6 sur Audition. Et je te laisse pitcher le film, puis après on essaie de parler un peu de l'auteur parce qu'il mérite. Ouais, qu'on s'attarde un peu sur ça. Ouais, un petit peu quand même. Allez, vas-y. Donc c'est l'histoire de Shigeharu Aoyama qui est veuf. Donc on voit il perd sa femme de maladie et il s'occupe donc seul de son fils. Et après on arrive 7 ans après où donc son fils est devenu adolescent. Voilà, on sent qu'il y a un peu un besoin de retrouver quelqu'un et de retrouver une femme. Un de ses collègues ou de ses potes lui propose de mettre en place une audition, une fausse audition. Oui, parce qu'il est producteur. Oui, ils sont tous les deux producteurs. Alors je crois qu'il y a film et puis un peu de documentaire film, aussi. Série télé ou un peu de tout. Et donc ils vont mettre en place une fausse audition pour recruter entre guillemets une parfaite épouse. C'est ça. En fait, c'est un Tinder voilà. avant l'heure de l'époque de 1990. Et donc ils trouvent dans les auditions une personne qui lui plaît et ils vont commencer à un peu se fréquenter en dehors et voilà. Et après ça part en sucette. Arrive ce qui arrivera. Voilà. Et voilà, on va essayer de rentrer un peu dans les détails parce que c'est un film qui mérite quand même son petit épisode assez complet parce qu'il y a il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je suis déjà, alors, juste pour dire, c'est mon premier visionnage, je l'avais jamais vu, et donc c'est un film dont on m'a beaucoup parlé, notamment toi. Donc, je savais que c'était un très bon film. J'avais très hâte de le voir, et je suis. Et juste à chaud comme ça, t'en as pensé quoi? Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a plein de choses différentes en fait dans le film. Donc déjà la première partie du film, on n'est pas du tout sur un cinéma horrifique, donc au départ c'est un peu déstabilisant. Et moi j'avais en tête que le film allait être horrible, hyper violent, que ça allait être très dur. Donc en fait quand ça a commencé lentement, je fais ça va, c'est cool quoi. Bon après je savais que c'était Takashi Miike, donc je savais que ça pouvait partir à tout moment. Mais j'ai vraiment. Après il y a le contre-pied parfait. Ouais, il y a un petit jeu de mots avec le contre-pied, non? Non, je dis rien, j'ai rien dit. Non, franchement, c'est une belle surprise. Il y a plein de messages différents et plein de lectures différentes, je pense. Moi, je pense que cet épisode-là, peut-être pas trop en dire parce qu'on va vite spoiler. Ouais. Mais je pense qu'il mérite son, comment dire, sa lecture entre les lignes, on va dire. Ouais. Sa critique sociétale, tout ce qui se passe autour du film. Je pense que sur ça, le film raconte beaucoup de choses et c'est intéressant d'en parler. Ouais, complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas
mis avec entre guillemets les gros sabots en disant regardez, je fais un film qui va critiquer la société. C'est clair. C'est plutôt en subtilité et dans des non-dits et dans des comment dire des compréhensions qu'on va avoir de scènes passées. Donc au fil du film, on va commencer à avoir une double lecture sur d'autres scènes qui s'est passées avant. Et donc la réalisation de Takashi Miike fait ça de façon brillante, quoi. C'est clair. Et justement, pour revenir sur Takashi Miike, on va en parler un peu. Parce que moi, pour revenir sur ce film-là, moi, je trouve que c'est son film le plus engagé. Que ce soit politique, que ce soit sociétal, que ce soit sur l'être humain. J'ai vu énormément de films de Takashi Miike, mais je crois que j'ai même pas vu la moitié de sa filmographie. Parce que le monsieur, il est ultra prolifique. Il a commencé ses premiers films, je crois, dans les années 80. J'essaie de voir vite fait. Il a commencé à faire des films en 1991 et aujourd'hui, d'après Wikipédia, il a 59 films. Ah oui. Ouais, non, c'est quelqu'un de très prolifique. C'est quelqu'un qui sort. Je sais que à partir de 2010, il sortait facile 3 films par année. Ah, c'est énorme. Donc il a eu plusieurs passes. Il a eu ses débuts dans les années 90 où c'était exclusivement des films qui sortaient directement en vidéo. Ouais. Son genre cinématographique de base, c'était les films de Yakuza, qui sont passés complètement inaperçus, qui étaient déjà un peu bizarroïdes, un peu starbés dans l'ensemble. Mais sur son début de carrière, il était à 5-6 films par année, quoi. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, il bosse, quoi. Il bosse, voilà, le mec, il est pas là pour se tourner les pouces, quoi. Et du coup, fin années 90, il y a eu son tournant dans sa carrière cinématographique, où justement son côté un peu série B, Yakuza, il commence à dériver un peu sur d'autres thèmes. On sait qu'aujourd'hui, moi je dirais à partir de 2010, il fait beaucoup d'adaptations de mangas, d'animés, et à chaque fois que je voyais une adaptation de manga, je me dis ah tiens, encore une adaptation de manga, bon bah on y va. Et à chaque fois je vois que c'est Takashi Miike, donc le mec il a son catalogue, il a énormément d'adaptations. Tu vois, il y a encore un peu le débat aujourd'hui, avec la sortie de One Piece sur Netflix récemment, où on parlait du fait que c'est la meilleure adaptation de manga, toutes les adaptations de manga qu'il y a eu, tout est pourri. C'est faux. C'est totalement faux. Et disons qu'on a un peu le souvenir de Dragon Ball Evolution, quoi. Je veux dire, ça a un peu entaché la perspective. Mais malheureusement, là, c'est une grosse parenthèse qu'on fait là. Les gens sont focalisés sur Dragon Ball Evolution, récemment sur les Chevaliers du Zodiac, ou encore Netflix quand ils sont attaqués à Death Note. Ouais. Donc les gens sont restés sur ce truc-là en disant tout est pourri sur l'adaptation. C'est totalement faux. Déjà en 96-97, je crois, on a eu un Français, Christophe Gans, qui a réalisé Crying Freeman, qui est tiré d'un manga, et le film il est juste énormissime. Ouais. Donc c'était déjà les années fin 90. Donc déjà c'est totalement faux de dire que avant One Piece il n'y a rien eu de bon. C'est totalement faux. Après je pense que c'est sur des mangas qui sont peut-être moins populaires que Dragon Ball ou One Piece. Peut-être. Mais juste pour revenir à Takashi Miike, en manga, alors de mémoire, il a réalisé des films tels que Listen of the Evil, JoJo's Bizarre Adventure, la 4e partie, L'Habitant de l'Infini. Est-ce que j'en ai d'autres? Crow Zero, qui est à la base un manga. Je sais qu'il en a fait d'autres. C'est que du live action qu'il a adapté, il a pas fait... non, c'est que du live. Terraform Mars. Ah oui, il avait... Ouais, il a fait... Il s'attaque mais vraiment à tout et n'importe quoi. Il a même fait une adaptation de Phoenix Wright et Saturday, un jeu d'avocat sorti sur Nintendo DS. Donc le mec, il s'attaque vraiment à tout. Mais entre sa période de série B et cette période d'adaptation, il a eu un passage qui pour moi est le plus intéressant de sa filmographie, où il s'attaque à des films complètement atypiques. CF Gozu. Moi je vous invite à aller voir Gozu. Je l'ai mis dans la liste, d'ailleurs, c'est un spoil que je vous fais, je l'ai mis dans la liste parce que à l'époque où j'ai découvert Audition, c'était dans les années 2000, je m'en souviens que c'était après Battle Royale. Après Battle Royale, j'étais rentré dans une optique où faut que je bouffe du cinéma japonais, faut que je bouffe du cinéma qui va me choquer. Et j'ai découvert Audition, je sais plus trop, peut-être dans le 2003-2004. Et après ça, je me suis intéressé au bonhomme, et là j'ai commencé à regarder tout ce qu'il avait fait justement avec Dead or Alive. C'est une trilogie un peu Yakuza, totalement starbée, où à chaque épisode, mais ça part complètement en cacahuète, mais c'est juste jouissif. Et dans cette période-là, il a réalisé justement Gozu, qui est un film il revient au film de Yakuza, mais
totalement starbé. C'est impossible à pitcher. Ouais. Le film, on travaillera dessus quand on le tournera. film est impossible à pitcher. Et je me suis dit, celui-là, il faut qu'on le mette dans la liste. Ça va être compliqué d'en parler, mais on trouvera. il mérite son une épisode. solution. Il mérite son épisode. Et donc du coup, entre deux, justement, il a réalisé aussi Ichi the Killer, où on est vraiment dans une autre version de manga, voilà, Ouais. où on est vraiment dans du trash, du gore, torture porn. Et là, on est vraiment dans du sale. Et justement, moi, quand j'ai découvert Audition, juste après, je me suis rué, je me rappelle, c'était le Auchan de mon coin, le Auchan Montgaillard du Havre, LH City, les gars. Je me suis rué là-bas, je suis allé acheter, j'ai vu le DVD de Ichi the Killer, j'ai acheté ça, collector, en plus à l'intérieur, j'avais le CD pour le film et le CD de l'animé. Je me suis dit, je commence par quoi? J'ai dit, allez, on commence par les bases, je mets l'animé. Je lance l'animé, et là, je reste en voix. Ouais. Je suis resté complètement scotché devant cette ovni. Ouais. Là, on est vraiment sur j'étais pas prêt. Et mais par contre, quand je l'ai fini, tout de suite, j'étais curieux de voir ce qu'avait fait Takeshi Miike, alors que moi, le seul film que j'avais en tête, c'était Audition. Ouais, c'était vraiment le tout premier, le seul Voilà. que t'avais vu, quoi. C'était Audition. Et là, je lance Ichi the Killer, et là, je me reprends une grosse torgnole dans la gueule, où je me dis, waouh, j'étais vraiment pas prêt, il faut mettre des avertissements avant le film en disant, toi qui as vu Audition, t'es pas prêt pour ce film-là. Ouais. Le film, j'ai eu beaucoup de mal à le digérer. Il est très dur à regarder, il est très 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 compliqué. Mais j'ai continué à m'intéresser au bonhomme. Je me suis dit, je sais pas, il y a un truc chez lui qui m'attire. Et là, j'ai continué avec les Gozu, j'ai continué après dans sa filmographie, dans ses adaptations encore aujourd'hui. J'ai rattrapé 2-3 petits films de Yakuza. Ouais, les séries B, c'était vraiment pas bon. Honnêtement, c'était vraiment pas bon. C'est pas... Le seul que j'ai en tête, je me rappelle, il y avait un truc, c'était genre Full Metal Yakuza ou un truc comme ça. Juste le titre, il annonce la couleur et l'alphabet de la série, tu vois. On est dans du série... XYZ. Ouais, XYZ, vraiment sur la fin. Et donc voilà, pour moi, en fait, Audition, c'est un peu on va dire le film le plus engagé qu'il a fait, quoi. Ouais, le plus engagé, mais c'est dans sa filmographie, il sort complètement de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait avant, tout ce qu'il a fait pendant cette période-là et tout ce qu'il a fait après. Mais alors, je connais pas assez bien Takeshi Miike, mais de ce que t'en dis, c'est aussi celui qui est le plus réaliste, en fait. Pas forcément. Ouais. Pas du tout. Pas du tout. Le mec, il vit dans une utopie complètement psychédélique et il est pas du tout réaliste comme réalisateur, mais pas du tout. Non, justement, Audition, c'est son film qui est entre guillemets le plus réaliste et donc qui va le plus sortir du lot dans la filmographie. Ah oui, excuse-moi, j'ai pas compris. Oui, c'est ça. Donc et moi j'avais l'impression qu'en fait dans sa filmographie, quand on le prend en tant que tel, on dit waouh, il a dû se réveiller à un moment donné dans sa carrière. Il a dû se dire stop les séries B, je veux faire du cinéma engagé, je veux faire quelque chose qui parle à tout le monde, qui parle à un public. Et ce film m'a complètement scotché quand je l'ai vu dans les années 2000 parce que on reste encore dans un film qui est à la fois féministe, à la fois anti-patriarcal, à la fois J-horror comme le terme veut. On est sur la comédie romantique. Ouais, toute la première partie, c'est vraiment une romance, quoi. C'est un veuf qui a envie de pouvoir redonner, de pouvoir se réinvestir dans une relation amoureuse, qui est un peu poussé par son fils aussi, justement, qui grandit et donc qui a moins besoin de lui au quotidien. Et ouais, non, c'est la première partie du film, on n'est pas du tout sur un J-horror, Mais pas du tout. Et alors que je me rappelle plus comment le film a été vendu à l'époque. Moi, j'avais juste souvenir quand j'ai vu Audition, on avait l'affiche avec l'héroïne, mais Azami avec voilà. Avec la seringue. La seringue. Et en fait, là, du coup, on se dit, c'est quoi ce truc-là qu'est-ce que c'est? Et moi, j'avais souvenir que quand tu lisais le pitch, on te vendait un film d'horreur. Ah oui, complètement. Et moi, j'ai des souvenirs parce que je l'avais vu dans les catalogues Canal qu'on avait à l'époque, et effectivement, c'était dans la catégorie horreur. Ouais, c'est ça. Et enfin, moi, c'est les souvenirs que j'avais. Donc, si tu me confirmes ça, c'est que je suis pas à côté de la plaque. C'est pareil, les souvenirs sont vieux. Moi, je suis parti, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, je vais regarder un film d'horreur. Et je remets dans le contexte, c'était mon premier film de Takeshi Miike. Et même encore aujourd'hui, quand on l'a regardé,
on se prend la première partie sur une romance. Ouais. Tout ce qu'il y a de plus banal, tout beau, tout poli, Ouais. tout en courbette et voilà, on suit deux personnages qui se rapprochent, qui tombent amoureux l'un de l'autre. Et là, on se dit ah oui, non mais ça va quoi. Puis moi, j'avais le souvenir que j'avais, c'est forcément le plus tard dans le film. Partie. C'est plus tard dans le film qui va marquer en fait. Et cette première partie, je l'avais complètement oubliée. Et je me souvenais pas qu'elle était aussi longue. Ouais. Et justement, pour recontextualiser la chose, nous, on l'a regardé en Blu-ray. En fait, on vient de l'acheter. On l'a commandé sur le site de Jeux Joker. D'ailleurs, merci à eux de distribuer ce genre de film-là parce que c'est appréciable d'avoir de belles éditions. Ouais, elles sont archi belles. Et donc du coup, à l'intérieur, il y a un entretien avec un monsieur, donc j'ai pas retenu son nom, je l'ai pas noté, et justement qui expliquait que Takeshi Miike voulait voir la limite du spectateur. Ouais. En fait, en vendant un film d'horreur, combien de temps il peut tenir, combien de temps il peut être patient d'attendre les scènes d'horreur. Ouais. Et moi, j'avais pas calculé le début du film, mais apparemment, on est sur 50 minutes de romance. Ouais, et après, de savoir que, justement, c'est un film d'horreur, et qu'on est sur cette partie-là, ça amène un peu, moi, je trouve, une tension supplémentaire, parce que personnellement, moi, j'ai un peu essayé de décrypter, en fait, ce qu'il y avait, pour voir les scènes, justement, où t'as une double lecture, quoi. Est-ce que cette scène-là, est-ce qu'au final, ce qu'elle dit à Samy, c'est pas... voilà. Est-ce que ça annonce pas quelque chose d'autre? Et pour le coup, c'est difficile parce que c'est oui et non en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont que tu peux relire après derrière, mais quand tu le regardes la première fois, ouais, t'as l'impression que c'est juste deux personnes qui se rapprochent et qui apprennent à se connaître et où ils ont chacun, mais effectivement plus elle, des passés assez douloureux et donc on comprend que l'explication de son passé se fait par petites gouttes quoi. Et c'est même pas une explication. En fait, ça va être difficile de raconter tout le background du film. Du moment où on passe à l'horreur sans forcément en divulgacher un peu le film, on va dire que là où on bascule de la romance à l'horreur, le passage, j'ai pas envie de le dire. J'ai pas envie de dire ce que c'est parce que je veux laisser les gens découvrir. Ouais. Le passage où on commence l'intermédiaire entre la romance et l'horreur, je trouve la scène vraiment incroyable. Ouais, et je spoil tout de suite, c'est ma scène préférée. Ouais. C'est ma scène préférée du film. Ouais, c'est dommage parce que nous on va continuer à ne pas spoiler nos films. Et là ça va être c'est pour ça qu'en fait j'ai voulu m'attarder un peu sur Takeshi Miike parce que sinon on n'aurait pas grand-chose à dire. Ne serait-ce que de dire que oui, la première partie du film c'est une romance. On essaie de s'attacher au personnage et on s'attache énormément parce qu'on voit un peu le côté attachant de l'héroïne qui est toute timide, qui est toute propre sur elle avec toute en robe blanche et tout. Et t'as le monsieur à côté où en fait tu t'attaches à lui malgré qu'il voit la femme plus comme une femme au foyer, comme une femme à tout faire, comme une femme qui en fait une femme douce qui va les caresser, qui va leur caresser le dos jusqu'à la fin de leur vie. Et puis c'est dans ces critères, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des points qui sont très avancés entre guillemets pour la société. La société japonaise c'était un peu exagéré, mais bon pour ce qui est représenté par rapport aux autres personnages masculins du film, où il va chercher quelqu'un effectivement qui a confiance en elle, qui a une éducation, donc qui a fait d'autres choses que justement être sur mon foyer, mais il y a aussi des adjectifs qui vont ressortir comme la douceur, savoir faire la cuisine, voilà, ce genre de choses. Donc il y a mais on sent que c'est complètement je vais pas dire innocent, mais en fait c'est le patriarcat qui veut ça. En fait c'est tellement infusé dans son inconscient que ça ressort dans son inconscient, dans comment dire, dans l'éducation du pays, dans l'image du pays, dans l'image que reflètent l'homme et la femme dans la société japonaise. C'est ni plus ni moins qu'une personne qui a l'habitude de penser comme ça parce que c'est la façon de penser comme ça au Japon. Du moins, là on reste sur les années 90. Aujourd'hui, je sais pas comment c'est. À mon avis, ça doit être. Je pense que comme société, ça évolue, mais plus ou moins. Je pense que ça commence à évoluer. Je pense que c'est comme le monde en fait. Le monde aujourd'hui. Bien sûr. Il continue à évoluer, il continue à essayer de grappiller 2-3 petits trucs à gauche. C'est pas encore parfait. On est loin d'être sorti de l'auberge. Exactement. Et je pense qu'au Japon, ça va être un peu pareil. Non, mais ce qu'il y a de très intéressant, moi je trouve dans ce personnage masculin là, c'est que justement, il a pas c'est pas un personnage masculin toxique,
on va avoir son copain producteur où il y a des petites réflexions donc qui vont amener à se dire tiens lui dans la même position il en aurait profité beaucoup plus. C'est ça. Sans que ce soit mais on le voit qu'il est pas parfait. Ouais. Notamment dans les relations avec les autres personnages féminins qu'il va y avoir dans le film. Mais il a aussi plein d'aspects où il va être attentif, respectueux et donc on sent que c'est pas du tout dans l'idée de son objectif c'est de profiter de la femme, c'est plus que dans la culture malheureusement japonaise de l'époque, c'est autant pour les hommes que pour les femmes leur finalité en fait, c'est que les femmes elles vont chercher à se marier avant 30 ans pour pouvoir assurer sa situation et les hommes vont chercher à avoir une épouse rapidement qui pourra s'occuper de la maison, du foyer. Comme ça, dès qu'il rentre du travail, tout est fait, tout est beau et voilà. Et voilà. Mais après même la relation, on va dire la projection du personnage de la mère qui est décédée, elle a aussi une place hyper importante, moi je trouve dans l'histoire. Surtout dans la deuxième partie. Ouais. Mais justement qu'on peut pas divulgacher parce qu'elle est vraiment importante. Ouais, ça va être compliqué de raconter plus parce que il y a tout un passage où justement la scène que moi je considère comme une référence dans le film. Ouais. Mais elle raconte tout, mais tout est bien fait, c'est réalisé avec une minutie. On voit des plans qui s'enchaînent, j'ai peur d'en dire trop, j'ai peur d'en dire de trop. Moi, je trouve qu'il y a un élément, je trouve, dans la réalisation de Takashi Miike qui est hyper intéressante, c'est l'espèce de boucle qu'on va avoir. C'est-à-dire que on va avoir la partie linéaire de l'histoire, donc au tout début de la romance, où il va y avoir des informations qui vont être données. Et ensuite, il va y avoir des scènes de flashback et des scènes on va dire, de rêve ou d'inconscient qui vont reprendre des boucles comme ça, et donc on va avoir des informations qui vont revenir, et donc on va avoir des informations qui vont arriver au compte-gouttes et qui vont revenir avec des sens différents. Et en plus de ça, avec des images qui vont aussi revenir, se répéter, je trouve que ça apporte un rythme qui est hyper intéressant. C'est ce système de boucle là dans la mise en scène, j'ai vraiment apprécié. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est le terme boucle, justement, je trouve que c'est très bien imagé. Et enfin, nous, on vient de le voir. Ouais, donc on voit tu vois ce que je veux dire. Mais parfaitement, c'est exactement ça. Et pour revenir sur le costume de Asami, qui est donc tout le film, elle est en blanc. Alors là, je te pose une question que c'était un peu plus de référence culturelle que moi sur le Japon. Parce que on est d'accord que le blanc c'est la couleur de la mort, c'est du deuil. Oui, c'est tout ce qui est tiré des histoires de fantômes japonais. Et d'ailleurs moi pour ce deuxième visionnage là, je l'ai vu le personnage de j'allais dire Sadako mais ça n'a rien à voir, c'est dans The Ring. Asami, merci. Le personnage de Asami justement dans le deuxième visionnage, après avoir bouffé un peu plus de culture japonaise, et récemment justement j'écoute un podcast, je leur place un petit truc, allez écouter, c'est vraiment intéressant. Ça s'appelle la librairie Yokai, et justement c'est des épisodes où ils parlent de tout le folklore japonais, toute la mythologie japonaise, et justement tous les fantômes et c'est impressionnant, je savais pas qu'il y avait autant d'histoires de fantômes au Japon. Okay. On connaît tous l'histoire de Sadako avec The Ring, on connaît tous les histoires, je sais pas moi, avec le kappa, plein de petits trucs qu'on voit dans les animés japonais à gauche à droite. Mais ce podcast-là, justement, ça tarde vraiment sur toutes les histoires. Comme c'est récent encore dans ma tête, parce que j'écoute encore actuellement, il y a des trucs qui me sont venus en me disant « Ah, mais est-ce que Asami, c'est pas la projection d'un spectre, justement ?» Ouais, d'un fantôme. D'un de ces spectres-là. Il y a beaucoup de fantômes au Japon, c'est basé sur la vengeance, justement, d'avoir vécu une vie un peu tragique, où ils se sont fait manipuler par des hommes toxiques. Et souvent c'est des vengeances sur les hommes, donc ils se vengent sur des hommes en leur disant tiens, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu me trouves belle, et puis selon la réponse tu te fais décapiter, ou de l'infidélité aussi. Voilà, exactement. Hommes, il y a beaucoup de folklore comme ça au Japon qui se passe sur des histoires comme ça, et tout de suite quand j'ai vu Asami arriver tout en blanc, avec ses grands cheveux noirs et tout, je me suis dit waouh, est-ce que c'est pas on n'est pas un peu dans le paranormal?
Et est-ce qu'on n'est pas devant un spectre fantomatique qui nous apparaît devant nous? Et tout le visionnage, je me suis mis là-dessus. Et plus le film avançait, justement, avec des passages un peu... les passages d'inconscient, où on est un peu entre le rêve et l'inconscient, Exactement. moi je trouvais qu'il y avait une sensation très fantastique. Ouais. On n'était pas sûr justement si c'était vraiment un rêve, si c'est un peu une hallucination, si c'est une projection de... Il y a beaucoup de choses dans le film, on reste sur... Même jusqu'à la fin, il y a des choses, on est un peu dans le flou, on se dit, est-ce que c'est réellement arrivé? Est-ce que c'est la drogue qui a parlé? Est-ce que c'est justement c'est le côté fantastique? Est-ce que justement c'est pas nous dire regardez, c'est Asami, c'est pas une si elle est là, c'est pour une vengeance due à peut-être on dira pas pourquoi. On dira pas mais tu vois j'ai aimé à penser justement que avec le recul ça colle pas, tu vois, mais le côté fantomatique ça m'a bien plu. Où justement c'était un esprit qui était revenu et qui est venu se venger pour toutes les femmes en fait. Pour son salut à elle aussi parce qu'elle a eu un passé très difficile. On va pas revenir sur son background mais elle a eu un passé, c'est important de le découvrir mais elle a eu un passé très très difficile. Voilà, jusqu'à la fin du film, on sait qu'elle est là pour se venger de l'homme en fait, de l'homme toxique. Et parce que je vais pas raconter ce que j'allais rentrer dans les détails de son background et il faut faut vraiment découvrir. Et est-ce que dans la culture japonaise, il y a le blanc, il a aussi une signification de pureté et d'innocence qu'on va avoir dans la culture occidentale? Tu me poses une colle. Parce que pour le coup, donc avec justement les deux symboliques, en connaissant les deux symboliques des cultures différentes, moi je trouve qu'il y avait vraiment un contraste entre la partie romance du début où elle apparaît effectivement très pure, très douce et donc tout en blanc tout le temps, et où au final on peut le lire après comme une menace où elle va symboliser la mort et pas la pureté. Je pense que c'est vraiment dû à une différence culturelle, mais je trouvais que les deux ensemble amenaient quelque chose d'assez intéressant. Oui, je pense que t'as peut-être raison sur certains points. Et moi, je pense que justement, le côté, comme tu dis, le côté un peu blanc, et dans le film, on voit pas mal de côtés un peu rouge aussi. Je pense que justement, les scènes où il y a du rouge, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'elles sont importantes pour essayer de comprendre un peu... Je pense que ça amène des choses différentes. L'évolution qu'elle va avoir, quoi. Je pense que c'est important. Parce que j'ai vu pas mal de scènes où justement, à un moment donné, c'est pas vraiment spoil, mais elle porte un manteau rouge. Il y a une scène dans un restaurant avec où le mur derrière l'homme il est rouge. Tu vois, il y a toute une symbolique, je pense. Même si c'est le deuxième visionnage, j'ai déjà envie de le revoir une troisième fois, justement pour voir toutes ces symboliques là. Et je pense que Takeshi Miike, il a vraiment pensé à tout ça. Et je pense qu'il a intégré plein de petits visuels à gauche à droite pour nous amener sur une compréhension qui est pas forcément expliquée à l'oral, mais qui est plus dans une explication de on va dire picturale ou puis il y a plein ou de symbolique choses, ou de symbolique. En fait. C'est ça. C'est dans l'environnement, ce qu'il y a autour, qui fait que, et même dans le découpage, parce qu'il y a aussi des moments où, par exemple, on les voit dans une scène de restaurant et ils sont en train de parler, et ensuite à un moment on les voit dans une autre scène, mais le dialogue c'est comme si c'était pas arrêté en fait, ça continue. Et donc on voit aussi le temps qui passe ensemble, les échanges qu'ils ont, à quel point ils se parlent de justement leur passé respectif. Et c'est pour le coup sa réalisation elle est vraiment excellente. Moi pour ce film, moi de Takeshi Miike, ça reste vraiment mon film préféré dans sa forme cinématographique la plus complète, que ce soit pour le scénario. Moi je trouve que le scénario se tient du début jusqu'à la fin, la réalisation, la narration, l'écriture des personnages, le côté où justement il nous vend un film d'horreur et il veut tester notre patience de dire regarde, le début du film c'est une romance. Est-ce que t'es patient? Est-ce que tu es capable d'attendre la scène que tu es venu voir? Et surtout que pour le coup, moi j'ai pas eu l'impression de me dire la deuxième partie est trop courte. Ou tu vois, où genre en gros on n'aurait pas eu assez de gore ou assez d'horreur. Tu vois, je vois ce que tu veux dire. Mais par contre, tu vois, c'est pour revenir sur le premier épisode où on parlait de Tigre et Dragon, justement, quand on parlait de la scène des bambous, on s'imaginait qu'elle était beaucoup plus longue.
moi, dans l'audition, j'avais l'impression que la scène de torture, C'était tout le film. c'était quasiment tout le film. Ah ouais, j'avoue. C'était une bonne partie du film. Et je me dis, est-ce que c'est... En fait, je pense que c'est un sentiment un peu fantasmé, tu vois, où on se dit, c'est la scène qui m'a tellement marqué, et c'est la scène que tu vas retenir. Et c'est effectivement le cas parce que en le regardant aujourd'hui, les 50 premières minutes de romance, j'avais complètement oublié. Je savais juste qu'il y avait l'histoire de l'audition. Ouais. Et moi, tout de suite après l'audition, moi, c'était la rencontre, on sort ensemble. Et après, derrière, il y avait une longue période de torture qui était voilà, on s'affligeait quelque chose d'horrible en fait pendant tout le reste du film. Alors que pour le coup, elle est pas si longue que ça. Et pas du tout. C'est bien amené, c'est bien maîtrisé de la part de Mickey parce que maintenant je me dis que le côté où je me suis dit que c'était hyper long et hyper dur, c'est que ça a marché. C'est qu'en fait la personne t'a dit regarde, j'ai pas besoin de faire un truc qui va durer sur plusieurs dizaines de minutes. Je te fais juste une petite scène et cette scène-là va te marquer à vie. Ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Audition pour moi. Et quand je l'ai regardé, je me suis dit waouh, le bonhomme m'a eu. Ouais, non, mais le franchement, ça fonctionnait super bien. Et moi, il y a un dernier truc que j'ai relevé. Alors, je vais essayer de le raconter sans que ça gâche la scène, mais c'est le gimmick qu'elle va avoir à Sami à la fin. Oui. C'est que elle va avoir une attitude très enfantine. Et j'ai eu l'impression que c'était comme si elle, en fait, elle est après le trauma qu'elle a eu, elle était restée enfant. C'est-à-dire en fait son esprit était bloqué. Un peu à la Neverland. Peter Pan, dans sa tête, elle est restée enfant. Elle a eu un blocage. Voilà, en fait. son corps a grandi, mais que elle a gardé une attitude hyper enfantine. Donc il y a le gimmick, mais il y a aussi comment elle est. Elle va sourire, elle va être toute contente comme si elle allait au parc d'attraction. Et ouais, je trouvais qu'il y avait vraiment un côté, en plus avec les flashbacks qu'on a eu juste avant, on avait vraiment l'impression que c'était une enfant et pas une adulte qui était. Et ça donne en plus un malaise supplémentaire sur la scène, je trouve. Un super malaise, parce que voilà, on a tous des petits malaises dans les films d'horreur, on va dire. Il y en a qui The Grudge. Voilà. Moi, dès qu'il y a un enfant dans un film, c'est une horreur parce que les enfants, on les adore. On adore les enfants, tous ces personnes innocentes. Mais quand tu vois un petit en face de toi, qui essaie de te buter, c'est pas pareil. Qui essaie de te buter ou qui te regarde bizarrement ou qui je sais pas, tu vois. Pour moi, c'est pire que les clowns ou les clowns quand même. Ouais, non, les clowns, moi, ils me font rien, tu vois. Tu pinces le nez, ça fait poète et c'est bon. Moi, ça dégage. Pas, c'est bon, j'ai lu ça au lycée, là. Ouais, non, j'avoue, ça m'avait traumatisé. Moi, j'étais enfant, moi, quoi. J'étais vraiment enfant. Le bouquin, il défonce un peu plus que le film. Et ouais, bah, t'as un peu tous ces, tu vois, c'est un peu un genre de boogeyman, quoi. Ouais, mais complètement. C'est puis, de toute façon, ils ont le clown, c'est un boogeyman, hein, en soi. Mais le côté justement, de Asami, justement, le côté où c'est une adulte bloquée dans un corps d'enfant, qui a des gimmicks d'enfant. C'est une enfant qui est bloquée dans un corps d'adulte. Oui, excuse-moi, wow, il est tard, là, il est tard. Je suis fatigué. C'est exactement ça, merci de m'avoir rattrapé. Et ouais, quelque part, c'est peut-être une forme de boogeyman Ouais, complètement. Et c'est super intéressant. Si en plus elle a des références aux fantômes de la culture japonaise, c'est pareil, on se retrouve au même moi j'aimerais, tu vois, pour le coup, je suis vraiment intéressé de voir des interviews de Mickey sur ça et de voir justement s'il parle un peu, s'il anticipe un peu sa discussion sur justement le côté un peu spectral, un peu fantastique. Et ça m'aidera à m'orienter sur une vision du film que moi j'ai envie de penser. J'ai envie de penser de ce film-là parce que j'aime bien le côté où j'aime bien chercher les trucs qui sont hors de portée. Et non, c'est un truc que j'aime bien. Même si le film en lui-même, il se comprend. Ah oui, il se comprend complètement et il se suffit à lui-même si vous n'êtes pas du genre à avoir envie de faire 50 bonus. Si quelqu'un a pas envie à la fin du film de se faire une analyse en se disant tu vois, dans le film il y a ça, le côté patriarcal. Voilà, on doit peut-être pas tous le voir. Moi, je trouve que c'est super intelligent parce que en tant que film, il se tient. Et si tu fais une analyse et que tu fais un revisionnage, le film fonctionne encore mieux. Ouais, je pense que ça permet de voir des détails supplémentaires. Et je pense que c'est un film qui est important justement pour dénoncer tout le côté la société de société japonaise, surtout de fin des années 90, début 2000. Je pense qu'on a une vraie représentation de ce qu'est le patriarcat au Japon. Et je pense que c'est très très intéressant. Ouais, non, franchement. Et ça, pour le coup, moi, c'est un aspect que j'ai pas vu à l'époque. À l'époque,
Nous, on cherchait juste à des films d'action, des films d'horreur qui nous fassent peur. Quasiment 20 ans après, le premier avis que j'ai eu à l'époque, c'était j'ai tout de suite eu le côté un peu fantomatique, un peu fantastique qui était ressorti pour son premier visionnage. Et sur le deuxième, en fait, on perçoit encore plus de choses. On parlait justement de tout ce qui était relation homme-femme japonais, le patriarcal, le féminisme, tout ça. Et je me dis qu'avec un troisième visionnage, on va peut-être voir d'autres choses encore. Ouais, complètement. Et puis après, il y a aussi, je pense, des codes et des références culturelles au Japon qu'on n'a pas et donc qui font qu'il y a peut-être des choses qu'on passe à côté. Et je comprends maintenant à l'heure actuelle, même si j'ai toujours été passionné par la culture japonaise, parce que je suis rentré avec la culture japonaise dans le manga, justement, j'ai bouffé du manga jusqu'à encore aujourd'hui. Et c'est vraiment à partir de Battle Royale où je me suis dit, ouais, il y a quelque chose qui se passe au Japon qui m'intéresse, quoi. Ah oui. Et à l'époque, bon, on n'avait pas les mots, on n'avait pas l'analyse pour essayer de définir vraiment ce qui nous intéressait. Et aujourd'hui, avec Battle Royale Audition, justement, je trouve que c'est deux films précurseurs dans l'anti-Japon, en fait. Dans le côté où en fait t'as deux réalisateurs qui dénoncent ce qui se passe dans leur pays, qui se passe que ce soit dans Battle Royale pour des enfants, la relation adulte-enfant qui maintenant est connue. Et puis le poids de l'autorité et de la réussite scolaire. Exactement. Et le poids après quand les jeunes essayent de s'en sortir et comment ils le font, quoi. Voilà. Et pour Audition, pour tout ce qu'on a soulevé dans cet épisode-là. Et c'est là que je pense qu'après j'ai bouffé du film japonais, mais à tout va. Même si j'en avais vu quelques-uns dans les années 90, mais c'était plus on va dire des films d'auteur que j'avais vu à l'époque sur Arte, comme ça, je pense que c'est à partir de ce moment-là aussi, je me suis ouvert à la contemplation dans le cinéma. Ouais. Parce que, forcément, Arte, film d'auteur, ça rime souvent avec poésie, contemplation, et j'avais découvert 2-3 films japonais. D'ailleurs, il y a La Balade de Narayama, je m'en souviens, parce que c'est justement, on vient de le racheter justement en Blu-ray. C'est un film qui m'a marqué. Mais il y avait 2 autres films que j'avais regardés et j'ai impossible de retrouver le titre. Ouais. Et on va continuer à creuser. Ouais. Et c'était 2 films vraiment excellents où justement, c'était purement contemplatif et il y avait déjà un peu ce côté, où on te montre les bas-fonds de la société japonaise. Ouais. Et ça, tout de suite, ça m'a intéressé. Et justement, après, avec le côté, dans les débuts des années 2000, où on va chercher, même fin des 90, justement, avec The Ring, avec Audition, Battle Royale et tout ce qui arrive derrière, justement, où on rentre dans le côté un peu plus trash, gore, où on va relever les problèmes de la société. Et c'est là que je crois que je suis vraiment tombé amoureux, en fait, de la culture japonaise, même si déjà avec le manga, j'étais déjà bien dedans. Et je pense que c'est encore à l'heure actuelle, avec le cinéma japonais, on apprend tellement de choses à travers les films, même encore avec des films récents. J'ai l'impression qu'en fait, on n'a pas besoin de vivre dans le pays pour voir à quel point la société évolue, la vie évolue, les relations évoluent dans ce pays-là. Je pense qu'au Japon, il y a des réalisateurs, il y a des auteurs qui sont capables de nous montrer à nous occidentaux tout ce qui se passe dans leur pays. Et justement, comme ils ont pas le côté, on va dire, un peu censure, où ils sont, voilà, faites attention à ce que vous dites, ils y vont pas de main morte. Au Japon, ils y vont pas de main morte. S'ils doivent dénoncer quelque chose, ils le font, mais jusqu'au bout. Ah oui, ça c'est clair. Et même si ça reste une minorité au Japon, ce genre de vision-là, où justement on va dénoncer. Mais dans la culture japonaise, il y a énormément dans n'importe quel média où on peut s'attacher justement à tous ces combats-là, où t'as des réalisateurs, des auteurs, des chanteurs ou n'importe qui sont capables de nous instruire, nous occidentaux, de calmer un peu nos fantasmes sur la vision que nous on a du Japon. On a tous. C'est clair qu'avec la montée de la popularité du manga exactement. Et du cosplay et tout. Moi, je suis passé par là. J'ai longtemps fantasmé mon rêve premier. De toute façon, tu sais ce que c'est. Mon rêve premier, c'était d'aller au Japon. On a pu réaliser notre rêve. C'était super. Mais dans ton coin de ta tête, t'as toujours le côté où tu te dis oui, le Japon c'est un très beau pays. Il y a une belle culture. Il y a énormément de choses. Mais quand tu vois tout ce qui se passe dans cette société-là, ça te permet de relativiser aussi sur ta position de
d'occidentaux en fait. Ah oui, puis de toute façon dans toutes les cultures, il y a pas de culture parfaite. Donc, Exactement. Mais justement dans le genre de culture parfaite, je pense que le Japon justement est vraiment très très loin de ce que nous on fantasme en fait, de ce que nous on attend. Il y a deux mondes. Il y a deux mondes, ce que nous on voit dans le manga et ce qui se passe vraiment. Ah oui, ça là-dessus je suis entièrement d'accord. Et donc voilà, je pense que c'est pour ça ce genre d'auteurs là, même ce genre de films là sont indispensables justement pour découvrir, pour rentrer dans une culture japonaise. Entre Kitano, entre Miike, entre Koreeda aujourd'hui, on a des réalisateurs qui sont capables de nous mettre les pieds dans une culture. Ouais. Et puis nous faire voyager et en même temps nous faire réfléchir. Exactement, justement de nous montrer, comme je disais tout à l'heure, les bas-fonds de la société. T'as beau fantasmer quelque chose, quand tu te prends ça en pleine gueule, ça te permet de relativiser et c'est important, je trouve. C'est important justement pour nos cultures à nous aussi. Pour nos cultures aussi, de nous dire, nous on est capable aujourd'hui de comparer dans quoi on vit. Aujourd'hui, nous on a déménagé de France pour venir au Canada et on a aussi ces bilans en se disant maintenant aujourd'hui on est capable de différencier, de faire la différence entre la France et le Canada. Ouais. Le pour et le contre, parce qu'il y a forcément du pour et du contre dans les deux. Ouais, bien sûr. Et on a toujours ce côté où on fantasme ce qui se passe ailleurs. C'est le principe de l'herbe est plus verte chez le voisin, en Exactement. fait. C'est que tu vois ce qui est bien, tu vois surtout ce que t'aimes pas chez toi, dans ton pays ou dans ta culture, et puis tu te dis c'est mieux chez les autres. Après, faut chercher ce que t'aimes pas et est-ce que tu vas retrouver la même chose ou pas ailleurs. En fait, il faut accepter aussi le changement. Ouais, complètement. C'est surtout ça. Et puis faut accepter d'être déçu sur certaines parties. Exactement. Et c'est pas parce que t'es déçu sur certaines parties d'une culture que ça veut dire qu'il faut que tu renies toutes les cultures. Ah non, pas du tout, parce que voilà, quand tu te renseignes un peu, forcément on va dire tu vas pas tomber très haut, on va dire sur certaines choses, il y a forcément des déceptions à gauche à droite, mais oui, c'est pas genre t'as l'Eldorado en tête et puis après tu dis oui, c'est pas genre putain, je regrette d'avoir vu ça, d'être parti là-bas, d'avoir exploré une autre facette de quelque chose qu'on a fantasmé. Non, il faut pas regretter, je pense que c'est une expérience en soi. Et pour moi, le cinéma japonais m'a appris justement à connaître une culture que j'ai fantasmée pendant très longtemps. Ouais, ça t'a remis les pieds sur terre, quoi. Complètement. Ouais. Complètement. Même si c'est, alors encore actuel, c'est un pays que j'adore, tu vois, voilà, en tant que touriste, je pense que de toute façon, n'importe quel touriste qui va là-bas aura les yeux, ah oui, on a des étoiles dans les yeux écarquillés et voilà, on va tous kiffer. Mais il faut pas oublier tout ce qui se passe. Ah ouais, c'est assez et c'est important aussi, quoi. C'est important parce que c'est bien beau d'aller montrer du doigt à gauche à droite. Bon, déjà, c'est important de regarder ce qui se passe aussi sous nos pieds. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est important aussi de voir aussi ce qui se passe dans le monde. Ce qui nous permet de relativiser et puis d'éviter de gueuler à gauche à droite. Oui, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça. Calmez-vous les gars. Surtout l'idée de dire il faut faire comme tel pays parce que c'est mieux là-bas. C'est pas possible. Mais en fait le truc c'est que t'as plein de ça c'est un faux débat. Oui, c'est que après tu peux te dire ce système-là fonctionne bien, comment je peux l'adapter pour que ça fonctionne chez moi, parce que si tu le calques d'une manière bête et disciplinée, c'est impossible de calquer une culture, c'est impossible. Et puis c'est surtout te dire OK, ils ont ça. On pourrait rester sur le Japon par exemple, ils ont le côté où c'est plus sécuritaire, il y a les gens qui suivent les règles très mais par contre faut voir le poids que ça met sur le dans la société en fait. C'est qu'il y a aussi des un taux de suicide chez les jeunes qui est hyper fort, des choses comme ça. Donc t'as toujours un revers de la médaille et faut regarder si le revers il mérite le sacrifice que tu vas avoir, quoi, et les bénéfices que tu vas avoir. Exactement. Mais bon, voilà, on s'est un peu attardé sur. On a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas beaucoup parlé du film. De toute façon, on vous a prévenu au début d'épisode. C'était important de revenir sur un contexte global. Ouais. Mais tout est lié au film aussi. C'est vraiment des lectures qu'on peut avoir dans le film. C'est tout ce qu'on dit là, c'est pas anodin en fait. C'est pas, on dit pas ça au hasard. On dit parce que dans ce film-là, justement, Audition, il peut y avoir justement des analyses qui justement qui nous dirigent vers ci, vers ça, vers tel thème, vers tel qui nous fait réfléchir. Voilà, et donc pour ça cet épisode là aussi était important aussi de revenir sur tout ça en fait, sur ces cultures japonaises, sur le cinéma de Takeshi Miike qui représente vraiment pour moi toute sa carrière en fait, on voit vraiment l'évolution de la société et de son cinéma. Ouais.
Et je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai envie de me pencher encore plus sur le bonhomme et sur sa filmographie. Bon, même s'il y en a 59, sur 59, je suis quasiment sûr qu'il y a 2/3 à jeter à la poubelle. Mais je pense qu'il y a une énorme partie qui mérite vraiment de s'intéresser. Notamment Audition, qui est la pièce maîtresse de sa filmographie. Ouais. Même s'il y a plein d'autres films que j'adore de lui, mais après c'est des films, on va dire, je vais pas dire un peu plus légers, mais tu vois, par exemple, pour revenir sur les 2 Crow Zero qu'il a fait, c'est des films purement jouissifs, Ouais, ils sont... c'est incroyable comme film, voilà, on rentre dans du film d'action, avec des jeunes qui se tapent sur la gueule. C'est très bon comme film, tu vois. Mais il y a des messages dedans, mais c'est moins fort et moins on va dire omniprésent que ce que tu peux avoir ici dans Audition. C'est ça. En fait, moi Crow Zero, tu vois, c'était un peu le côté où il a voulu faire son battle royale, mais à sa façon, tu vois, où il mettait la jeunesse en avant. Et bon, ça va pas aussi loin que battle royale, on va dire, dans la critique, mais bon, ça reste un film purement jouissif et ça reste un film très très bien réalisé et graphiquement incroyable. Ouais, ils sont très bien. Donc non, je pense que il y a énormément de facettes à voir dans sa filmographie. Il y a vraiment de tout, c'est incroyable, il touche vraiment à tout. Ouais, moi c'est l'éclecticité que je trouve hyper intéressante aussi dans sa filmographie. Et je pense que sa productivité en dit long aussi sur tout ce qu'il a envie de faire, tout ce qu'il a envie de... On sent que le mec, il a pas de temps à perdre, il sait que... on sent... Quand je vois sa filmographie, je me dis, putain, lui, c'est un mec dans sa tête, tous les matins, il dit, ouais, putain, la vie est courte, il faut que je travaille. Ouais, et il se met aucun frein. Ouais. Tu sens que... Il va pas se dire, oh, bah ça, j'ai déjà fait que de l'horreur, donc je peux pas faire autre chose, ou... Non, c'est qu'il a envie de faire un truc, il le fait, même si c'est pas ce qui est attendu par son public, même si c'est pas ce qui est attendu par... dans son époque, au moment où le film sort. Donc, en fait, il fait ce qu'il a envie. Donc, ça, c'est bien ou c'est pas bien, mais dans tous les cas, au moins, il y a une démarche artistique qui est hyper forte, quoi. C'est ça. Est-ce que tu veux essayer de parler un peu plus de ta scène préférée ou ça va être compliqué? Ou d'une autre scène que t'as aimée qui est forcément ta préférée? Non, vraiment, moi je veux rester sur cette scène-là parce que pour moi c'est l'élément déclencheur. Ouais. C'est l'élément qui nous fait basculer dans l'horreur, c'est l'élément qui nous fait limite en fait si tu t'endors un peu dans la romance, c'est l'élément déclencheur qui te réveille, tu te dis waouh, attends, on est sur le 2e film du soir là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vraiment une feinte de corps. Là, le mec ce qu'il nous a fait, c'est une feinte de corps. Il nous a pris au dépourvu. Il nous a dit, hop là, regarde, tu vois, je vais à gauche, maintenant je vais à droite, et puis hop, toi t'as le nez dans le mur. Ouais, non, cette scène elle est vraiment incroyable. Après, si je dois juste en dire un peu plus, en fait, on bascule tout de suite sur une scène de cauchemar. Ouais. On est vraiment sur un cauchemar, mais au sens. Ouais, et un peu psychédélique, c'est-à-dire que même dans le cauchemar, on sait pas. Il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs timelines, il y a plusieurs scènes. Et il y a un montage incroyable où en fait, dans cette scène-là, on voit tous les personnages du film, on voit tous les lieux du film, toutes les époques, et la scène elle est tellement bien montée. Elle est excellente. Que on a l'impression en fait d'avoir été drogué par Asami et de rentrer dans un état second où tout ce qui mélange dans cette scène justement nous met dans cette position-là où on sait pas par où aller, par quoi passer, par quoi penser. Il y a des moments où on se dit ça c'est le rêve, ça c'est la réalité, et après on se rend compte que non. Ça c'est un cauchemar, ça c'est une illusion, ça n'existe pas, ça c'est fantasmé. C'est ça. Non, la scène elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. Après cette scène-là, on reste éveillé jusqu'à la fin du film. Là on n'est plus dans une romance. Dans toute la romance, voilà, ceux qui aiment bien les films romantiques vont être contents, on va dire tiens justement si vous voulez mater un film, vous êtes avec quelqu'un qui aime les films romantiques. Il dit tiens je connais un bon film romantique, tiens regarde c'est Météodition, ça va être marrant. Ça va être marrant. On va voir justement la patience de la personne en face. Il va dire oh là c'est une belle romance, j'aime bien l'histoire parce que il faut le dire, la romance elle est bien maîtrisée aussi. Ouais, elle est très bien. C'est aussi ça qui fait que le film est très bon, c'est qu'il gère deux genres cinématographiques qui sont à l'opposé clairement et ça fonctionne super. Et dans chaque opposé, il y a des effets styles qui sont propres à chaque genre. Et les effets styles, dans les deux cas, ils sont maîtrisés. Ouais, c'est clair. Et c'est incroyable, on a l'impression de voir deux films. En fait, on a l'impression de voir deux moyens-métrages dans un seul film. Quand le film se termine, je dis, non, c'était le même film, en fait, parce que l'histoire, elle se suit. Ah non, mais c'est... C'est incroyable. Non, la scène du milieu, après les 50 minutes, elle est vraiment incroyable. Et voilà, c'est ma scène
Et toi, je sais pas si tu... Alors moi, c'est un plan en particulier que j'aime beaucoup. Donc c'est plutôt dans le film. C'est le petit sourire au moment où... oui. Donc le en fait, il y a le personnage principal qui essaie d'appeler Asami, je me souviens plus de son nom japonais, désolé, et donc on voit un plan où on est au-dessus d'Asami, un peu à l'arrière, donc on voit son épaule, on voit pas son visage. Ouais, qui est complètement désarticulée, voilà, en fait. Elle est complètement, elle est assise avachie au sol, sur le sol. Elle a une position un peu de poupée complètement sans vie. Et juste il y a la sonnerie du téléphone et il y a son petit sourire. Le et là, rictus qui te fait basculer, là tu dis merde, je me suis trompé sur elle. Ouais, et moi c'est justement ça que j'aime bien, c'est le premier plan, tu vois. Tu te dis tiens. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Pour moi, c'est le premier moment où effectivement, t'as raison. C'est le premier plan dans la romance. Chelou, quoi. C'est le premier plan dans la romance où tu te dis attends, on m'a bien un film romantique là. Ouais. Et c'est le film qui te fait douter, qui te dit attends, qu'est-ce que je regarde, on m'a pas prévenu là. Ou alors justement t'as été prévenu, tu sais que c'est un film d'horreur et quand tu vois cette scène tu te dis là tu commences à te frotter les mains, tu te frottes les mains, tu dis ça y est, c'est là que ça commence. Voilà. Et ouais, non, c'est vrai, elle est incroyable. Ouais. Elle est vraiment bien chouette. Et justement très poisseuse justement dans l'imagerie. Ouais. Et ou justement qui contraste avec le côté un peu rose bonbon du début du film quoi. Et ouais, non, c'est vraiment un film incroyable. Moi j'ai adoré ce film et j'adore encore aujourd'hui ce film et pour d'autres raisons. J'avais aimé au premier visionnage. Et là, je l'ai mis une deuxième fois, mais pour d'autres raisons. Et c'est ça qui est incroyable avec ce... c'est bien, c'est que là, tu changes de lecture au fur et à mesure, quoi. Et non, voilà, c'est un film qu'on vous recommande fortement. Et je pense, parce qu'on a beaucoup parlé de Takeshi Miike, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée dans sa cinématographie. Ouais, je suis d'accord. C'est une bonne entrée en matière. Moi, je vous conseille vraiment, si vous voulez découvrir un peu son univers, commencez par Audition. Ouais, qui va être plus, profond, entre guillemets, que Crowd Zero, par exemple. Ouais. Ah oui, complètement, mais même sur les autres films. Hein. Oui, mais après, pour moi, il y en a beaucoup que j'ai pas vu et tout, donc c'est pour ça que je veux pas trop m'avancer, mais pour une personne qui a plus envie d'avoir de la réflexion en regardant un film, commencez par Audition. Si vous voulez plus des films divertissement et où on réfléchit un peu mais pas trop, Crowd Zero ça fonctionne bien quoi. Ça fonctionne. Après il a fait beaucoup de divertissements qui sont on va dire à la portée de tout le monde. Mais moi je parle en tant qu'œuvre. Audition c'est une très bonne porte. Oui. Ouais. Par contre, voilà, c'est une très bonne porte d'entrée, mais par contre ne commencez surtout pas par Gozu ou Ichi the Killer. Un conseil, mais vraiment, ne commencez pas par ces deux films-là. Ouais. Vous allez vraiment rien comprendre. Je les ai pas vus, moi, pour le coup, donc, il y en a un, vous allez pas comprendre, le deuxième, vous allez dire, mais waouh, qu'est-ce que où c'est que je suis? Quoi? Comment? vous allez pas comprendre. Non, commencez vraiment par Audition, là, vous aurez vraiment, deux films en un. Non, pour moi, c'est vraiment un film important dans le cinéma japonais et dans le cinéma de Takeshi Miike. Ouais, je suis très contente de l'avoir vu, en tout cas. Super, moi je suis content aussi. Et du coup, je suis content de pas être tombé sur Gozu parce que ça t'aurait un peu... tu m'aurais briefé avant, tu m'aurais expliqué. Tu vois, c'est pour ça, je trouve que justement, on en parlait justement tout à l'heure, on s'est dit que tiens, le tirage au sort jusqu'à maintenant, il est bien fait. Ouais, il est bien fait. Il y en a des genres très différents, et on a eu un peu de chaque partie. Parce qu'on a mis pas mal de films de réalisateurs, et là, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, si on était tombé sur Gozu avant The Audition, tu m'auras regardé, tu m'as dit, mais c'est quoi les films que tu mets dans ta liste, toi? Bah non, parce que je te connais, je suis le genre de film que tu regardes. Et non, j'ai mis Gozu parce que je voulais vraiment mettre des films complètement starbés, quoi. Ouais, mais c'est bien, il faut montrer. Moi, ce que je veux, c'est regarder un peu de tout, donc c'est très bien, comme ça. Donc voilà, c'était Audition. Ouais. Dans vos oreilles. Dites-nous si vous l'avez déjà vu, et si vous aviez eu la même lecture, et si vous l'avez pas vu, si ça vous donne envie de le voir. Franchement, allez-y. Allez-y, les yeux fermés. Allez-y. Les yeux fermés, je sais pas. Bah, pour regarder un film, il vaut mieux les avoir ouverts, quoi. Oui, effectivement, bien joué. J'adore l'humour. J'adore. Et... Tu m'as tendu une perche, là. Hein, ouais. Bien joué. Et non, mais... Bah, juste, après, ça dépend de votre niveau de comment dire, et puis tolérance à l'horreur.
parce que par rapport à d'autres films d'horreur, on voit pas grand chose. Mais suivant votre niveau de tolérance, ça peut être plus ou moins ouais, non, mais à si regarder. vous avez bouffé du seau ou n'importe quoi. Ouais, là, vous pouvez y aller les yeux fermés pour le coup. Vous pouvez y aller. C'est pas ultra trash, on va dire. Non, franchement. À part. Tu sens que pour le coup, on est avant la phase justement des sauts où l'idée c'est de tout montrer, de vraiment. Donc là, il y a beaucoup de scènes qui se passent soit hors champ, donc il y a quelques scènes qui sont plus graphiques, mais il y a beaucoup de scènes où en fait tu vois pas réellement ce qui se passe. Ouais. Et puis oubliez pas que c'est 1999. Hein, si vous le regardez, mettez-le bien dans son contexte de sortie, justement parce que ce qu'il faut pas faire, c'est le comparer à tout ce que vous avez découvert depuis en fait. Ouais. Tout ce qui est sorti dans les 2000, 2010, 2020. Là, on est vraiment sur un autre contexte de 1999 où il faut vraiment remettre le film dans son contexte et de dire ah voilà, ça a été fait avant tel ou tel film que j'ai en référence. Et là, ça va prendre tout son ampleur. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'était Audition. Et maintenant, Maintenant, on vous recommande des trucs et après, on pioche le film de la semaine prochaine. On recommande, ouais. Et ma recommandation, ça va être très simple. Ça va être très simple parce que justement, je vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais juste vous conseiller encore un manga. Allez lire l'œuvre de Junji Ito, maître de l'horreur. Justement complètement laissé pour compte dans les années 90 parce que à part au Japon, mais chez nous occidentaux ça a pas fonctionné parce que c'était pas entre guillemets à la mode. Ouais. Nous voilà, on a ce défaut là en Occident de dire nous on fonctionne sur la mode. T'as sorti ça, mais non, ça ça rentre pas dans ce que je consomme actuellement. Donc ça peut pas marcher. Et fin années 90, c'est complètement planté chez nous. Là, depuis quelques années, tous ces œuvres ressortent. Et ça fait un carton. C'est en train de faire un carton. Tout le monde dit, ouais, c'est le maître de l'horreur, c'est le gros machin. Mais oui, mais les mecs, réveillez-vous. Ça fait longtemps qu'il est sorti. Personne ne voulait lire à l'époque. C'est comme plein d'œuvres, hein. C'est comme plein d'œuvres de manga, mais je vais pas m'attarder là-dessus parce que je vais commencer à cracher ma haine sur ça va aller. Sur les kikou fans de manga là qui sont moi je connais le manga par cœur sur le bout des doigts, ça fait 5 ans que j'en consomme. Tu connais que dalle, mais enfin bref, ça c'est un autre débat, ça va être un autre podcast ça. Et ouais non, découvrez Junji Ito parce que malheureusement Junji Ito, nous à l'époque quand on avait découvert ça, on était tombé sur 2-3 exemplaires qui étaient complètement rares et on s'est dit waouh, qu'est-ce que c'est que ça, on aimerait bien en voir plus. Et finalement c'est pas, les éditeurs français sont pas attardés là-dessus parce que c'était pas le moment en fait. Ouais. C'était beaucoup trop tôt pour nous. Et pour vous dire à quel point on est en retard, hein. On dit genre ouais nous on en avance, non, on est que dalle nous. Et donc aujourd'hui c'est arrivé, il y a toutes les éditions qui sont sorties. Ouais. C'est de super œuvres, c'est des gros bouquins. Ouais, elles sont belles les intégrales. Hein. Elles sont incroyables. Foncez là-dessus si vous en trouvez. Regardez beaucoup en occasion parce qu'il y en a beaucoup qui ont voulu faire les kikou fans de manga et de J-horreur. Ils ont acheté ça, ils ont dit bah non, c'est pas pour moi ça, c'est trop vieux, c'est trop machin. Mais ouais, parce que vous êtes pas prêts. Et il y en a beaucoup d'occasions, il y en a énormément. Ouais, donc d'un côté tant mieux pour ceux qui ont tant mieux parce qu'en fait l'inconvénient de cette collection là qui est sortie chez Mangetsu, si j'ai pas de bêtises, j'ai pas les miens sous la main. Je crois que c'est Mangetsu, et justement qu'on fait une superbe édition. Et par contre, ils sont un peu chers. Ouais. Ils sont un peu chers. Il faut compter entre 30, 40 euros l'ouvrage. Ça fait un budget. Bah, c'est bientôt Noël. Ça ouais, voilà. Commandez-le au Père Noël. Le Père Noël est gentil. Ouais, non, foncez là-dessus. Parce que là, moi, je suis bien content qu'il ressorte aujourd'hui. Si maintenant, je peux me pencher là-dessus, sérieusement, et me dire, oh, voilà, je vais rattraper quelque chose qu'on n'a pas pu avoir sous la main à l'époque. Et merci à Mangetsu, déjà, de sortir ce genre d'œuvre-là. Commencez par Spirale. Ensuite, il a fait beaucoup de recueils d'histoires courtes ou de... Allez-y, foncez, c'est incroyable. Junji Ito. Là, c'est pour être vraiment en lien avec le côté J-horror. Là, donc, l'horreur manga, foncez Junji Ito. Il y a très peu d'équivalents. Même si... non, j'ai une autre œuvre à conseiller, mais ça va être pour une autre recommandation. Garde-le pour plus tard. Ouais, allez, à toi. Moi, je vais aller pas tout à fait dans l'horreur, mais plutôt dans le thriller. C'est Sur ma peau de Gillian Flynn. C'est un de mes top 3 de tous les thrillers confondus.
c'est très psychologique, mais alors très 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 psychologique. C'est l'histoire d'une journaliste qui doit retourner dans sa ville natale après qu'il y ait eu une disparition ou un meurtre d'une enfant. Et elle s'est promis de jamais y retourner, puisqu'en fait, sa mère a été très violente et très abusive quand elle était jeune, et ça a en découlé la mort de sa petite sœur. Et donc, en fait, il y a plein de scènes où elle doit se reconfronter à sa ville, donc déjà l'environnement, mais après à sa mère, après à toutes les autres personnes qu'elle connaissait sur place. Après, il y a aussi l'enquête en elle-même qui va faire remonter beaucoup de choses. C'est très je sais pas comment expliquer, vraiment physique, c'est-à-dire que quand on lit et quand il y a des scènes où c'est on sent la douleur physique, c'est vraiment incrusté dans le corps, quoi. Et c'est excellent, c'est vraiment un des meilleurs thrillers que j'ai lu depuis très longtemps. Ok. Ouais. D'ailleurs, je me dis, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, faudrait que je le relise. Ah. Le relire carrément. Le relire, ah ouais. Il y a une relecture qui se mérite alors. Ouais, carrément, là, je pense que ça fait trop longtemps. Ah. C'est mon meilleur Gillian-Flynn pour moi. Je crois que j'ai pas lu son dernier, mais même pour moi, il est avant Les Apparences. Ok. Donc Gone Girl pour ceux qui ont vu le film. Et puis ouais, je pense que franchement, il est trop bien. Ok. Donc je pense que ça mérite que je le relise d'ailleurs. Et ben voilà, donc une recommandation même pour toi. Voilà. Donc voilà, c'est parfait. Bah comme d'habitude, on vous mettra ça dans dans la description de l'épisode. Et n'hésitez pas à aller voir. Puis si vous avez découvert ces œuvres-là, justement, venez nous dire ce que vous en pensez. Ouais. Puis continuez à nous suivre sur votre plateforme préférée, à nous mettre à nous donner de la force. Ouais, à nous dire quand vous aimez quelque chose, les films dont on parle. Puis nous, comme on vous dit, nous, on est open, on n'est pas fermé à la discussion, on mord pas. On sera ravis d'échanger avec vous. Exactement. Sur tout ça. On est ouvert à la discussion, même si vous êtes pour ou contre ce qu'on dit. Ouais, exactement. Tant que c'est dans le respect et que ça va pas dans l'insulte ou dans. Oh bah, ça. Bon après de toute façon, moi en général, si quelqu'un commence à insulter, moi je parle pas. Les réseaux sociaux c'est pas fait pour ça pour moi. Non, c'est clair. Ça c'est trop facile de se cacher derrière un micro ou derrière un clavier pour essayer de clasher les autres, tu vois. Donc si voilà, n'hésitez pas à venir partager avec nous et on sera ravis. Ouais. On sera ravis de partager, de discuter, de échanger un peu plus sur les films en question ou sur les autres œuvres qu'on recommande. Et de nous faire des retours aussi sur ce qu'on fait. Ouais. Si vous aimez bien, si vous aimez pas, si c'est trop long, si c'est pas assez long, si vous en redemandez plus, si vous voulez 5 épisodes par semaine. Je sens que ça risque d'être compliqué. Quand même. Même si on a un peu d'avance sur nos épisodes, mais on n'est pas à ce point-là. Donc merci encore, et de toute façon on vous remerciera jamais assez, mais on continuera. Et c'est grâce à vous qu'on continue. Et donc merci à vous. Voilà. Et puis à très vite pour la semaine prochaine. À très vite. Bah maintenant on va piocher le film quand même. Ouais. Parce que la semaine prochaine on sait pas ce qu'on va regarder. C'est vrai. Ouais, j'espère un autre film japonais là. On est tombé sur deux pépites japonaises là. J'ai envie de continuer sur la lancée. Ah j'avoue. Un petit Kitano. C'est vrai qu'il n'y a pas eu encore. Je suis déçu. J'aimerais bien un petit Kitano là. Ouais. On va voir ça. Ouais. Bah écoutez, tout de suite là pour la pioche. C'est parti. Et comme la dernière fois, on a un invité d'honneur. Eh ouais, un deuxième invité dans cet épisode. Et tu veux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Nolan et je vais piocher. Et tu vas piocher le film aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Alors qu'est-ce qu'on va voir pour l'épisode 7 ? Allez, vas-y. À toi l'honneur. 3, 2, 1... Marathon. Yes. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est un film coréen que j'ai choisi. J'ai vu ça quand j'étais à la fac pour étudier le coréen il y a une douzaine d'années. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon, un lycéen si je me trompe pas, qui est autiste et qui décide un jour de courir un marathon. Ok. Et c'est très bien. Bah écoute. Une belle tranche de vie. J'en ai en tout cas des très bons souvenirs et je suis ravi de le revoir. Ah parfait, ça va être une découverte pour moi. Pour une fois que je vais découvrir quelque chose. Enfin, moi tout seul. Ça va être le premier film où toi tu auras le... Où j'ai vu le film mais pas toi. Voilà.
Bah c'est pas mal. Écoute, je suis bien content. On repart sur du coréen. Ouais. Après 2 japonais, on repart sur du coréen. Donc bah écoute, donc Noël, qu'est-ce qu'on regarde là? Marathon. Le numéro combien? Le numéro 15. 15. Voilà. Bah merci Nolan pour la pioche. Ouais. Merci. Est-ce que t'as été ravi de venir avec nous pour piocher? Oui. Ouais. Est-ce que tu reviendras? Oui. Ouais. Bah Super. écoute, ça sera avec plaisir. Ouais. Maintenant, on va dire au revoir à tout le monde et on se donne rendez-vous pour l'épisode 7. Avec Marathon. Ciao tout le monde. Bye bye. Bye bye.